Je veux bien faire un petit test de son, mais il faut pas que je crie non plus, il faut que je parle normalement. Faut que je dise bonjour, je sais. Bon, bonjour. Bon, je vais revenir d'abord sur les accompagnants pour enfants en situation de handicap. Accompagnantes surtout, on sait que c'est au moins aux 2 tiers, aux 3 quarts des femmes qui font ce métier. Je voudrais revenir simplement sur la difficulté à rendre visible une France invisible. C'est notre boulot à Fakir depuis maintenant 2 décennies. Comment on fait pour parler des contrats emploi solidarité? Comment on fait pour parler d'un accident du travail? Comment on fait pour parler de l'intérim? Comment on fait pour parler de l'hôpital psychiatrique? Comment on fait pour en parler de nous? Mais comment on fait pour en faire parler, pour que ça devienne un problème social, un problème politique? Et là, on voit toute la difficulté avec les accompagnantes. On a pu avoir le sentiment qu'on réussissait à mettre ce dossier sur la table. Et c'est vrai. Mais il faut voir les limites du truc. Moi, après ce qu'on a appelé mon coup de gueule, tu sais, j'en ai marre qu'on appelle coup de gueule, coup de colère, coup de com', coup de machin, comme si on n'était que des trucs sanguins, passionnés, irrationnels, et que la raison, c'était pour les modérés et les centristes. Non, je l'ai fait, j'ai tenu ce propos-là avec vigueur dans l'hémicycle, avec toute ma raison, et avec après une semaine de réflexion sur les mots que j'emploierai. Mais ce qui m'a marqué, c'est malgré tout ça, l'invisibilité encore des accompagnants et des accompagnantes. C'est-à-dire, bon, moi j'ai refusé de me parler dans les médias, je suis juste allé faire Bourdin après, mais qui était prévu parce que je voulais discuter de Sanofi, en plus c'était même pas pour ça, mais c'est réduit à une querelle entre les grands, entre guillemets, si maintenant je me considère comme un grand, mais entre les politiques, tu vois, entre Pradier, Ruffin, Blanquer, Cluzel, voilà, on se bat. Et finalement, la bagarre politique, elle éclipse complètement quelle est la réalité de la situation des accompagnants et des accompagnantes. Moi, c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit Assia, par exemple, qui soit invitée du 8h20 de France Inter ou chez Bourdin ou sur Europe 1. Et on voit que, voilà, c'est la vie des grands qui continue à expliquer la vie des gens, même quand on se bagarre pour ça. Comme s'il n'y avait que les querelles entre les dieux de l'Olympe qui importaient plutôt que ce qui se passe en bas. Alors, du coup, tu vois, par exemple, moi, j'ai refusé tous les sujets sur le name and shame. Il y a France 2 qui est venu me voir, il y a TF1 qui est venu me voir, il y a Le Monde qui est venu me voir pour me demander, bon bah alors voilà, on va faire un papier sur le name and shame, on voudrait vous interroger là-dessus. J'ai dit, moi ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les accompagnants et les accompagnantes. Là, on ramène ça à la com, à la politique, alors que la question aujourd'hui, ça devrait être, comment on fait pour vivre avec 700 € par mois? Comment on fait pour s'occuper d'un gamin quand on n'a pas reçu de formation et qu'on se retrouve avec un môme qui souffre d'autisme? Comment on fait pour canaliser un gosse violent alors qu'on a reçu 0 heure de cours là-dessus? Enfin voilà, c'est ça la question, ça devrait être ça les questions. Mais les questions, c'est pas ça, c'est Ruffin, Blanquer, est-ce que c'est bien de donner le nom des députés qui ont voté la motion de rejet préalable? Dire le truc le plus public, quand tu es député et que tu votes, tu dois t'attendre à ce que quand même être mis devant la responsabilité de ton vote. Donc j'ai refusé tous ces trucs-là parce que mon objectif, moi, c'est qu'on parle des accompagnants et des accompagnantes et qu'on leur laisse une place, qu'elles aient une voix, qu'elles aient un visage, que voilà, qu'elles parlent. On voit que c'était hyper compliqué même là-dedans. Alors quand même, j'ai entendu, il y en a une qui a été invitée au téléphone sonne et puis en local. Il y a eu quand même dans la presse locale, il y a eu pas mal de portraits d'AESH. Là, hier ou ce matin, Assia, elle a été invitée sur France Bleu Picardie. Mais on voit toute la force qu'il faut mettre pour rendre visible cette France invisible. C'est notre combat, mais on voit que ça va pas, quoi. Il y a une espèce de plafond de verre qui fait que les faire rentrer dans les médias, les faire rentrer dans le débat public, eh ben, il faut péter ce plafond de verre et voilà, c'est compliqué. Alors après, il y a eu un papier assez flatteur de l'opinion qui disait répondre à une colère de François Ruffin, mode d'emploi, puis ils se demandaient tous, alors qu'est-ce qu'il va aller faire? Des communiqués de presse, des interventions dans les médias, des tribunes dans le JDD, des vidéos calibrées pour les réseaux sociaux, tu vois, c'est la grande gamberge à En Marche pour savoir comment on fait pour répondre notamment à ce propos. Mais, je veux dire, la difficulté pour eux, c'est pas de répondre à une colère de François Ruffin, c'est d'affronter la réalité, c'est d'affronter la vérité. Et la vérité, on ne peut pas faire du Blanquer avec il y a des postes disponibles en accompagnant à 1 350 € par mois et il y a plein de temps plein. Non, ça n'existe pas. Et à un moment, tu vois, c'est le déni de réalité.
Ce qui pourra leur faire le plus mal, c'est simplement le surgissement du réel dans cette vie abstraite de propos politiques, de trucs, d'idées vagues, floues, de textes de loi, simplement la voix du Nassia. C'est ce qui peut leur faire le plus mal, parce qu'il y a un tel fossé entre ce que tu entends dans l'hémicycle, tu as l'impression d'être dans un truc complètement virtuel, et ce que tu peux constater bien souvent chez les gens, quoi. Voilà, votre problème avec un numéro vert, il est résolu en 24 heures. Bah non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Donc, de constater ce fossé en permanence, c'est ça qui peut leur faire mal. C'est pas la colère de François Ruffin. Je suis juste là pour mettre en lumière cet écart. Bon, voilà. Alors, nous, on a poursuivi le boulot à l'Assemblée. On a reçu, c'était quand? Mercredi midi, il me semble. Tout un groupe, donc la CGT AESH, France Insoumise AESH, mais aussi des profs qui s'occupent des AESH et puis des groupes d'action AESH. On a reçu tout ça à l'Assemblée nationale pour continuer à travailler là-dessus, à voir comment on amenderait, vers quoi on irait, parce qu'il ne faut pas croire que ça soit très clair pour moi. Il y a plein de choses sur lesquelles je me saisis du dossier, enfin depuis le mois de juin, mais c'est pas net. Donc, on évolue. Par exemple, sur la question du périscolaire, je vais donner un exemple pour dire qu'on n'est pas bloqué, on avance. Sur la question du périscolaire, moi je trouvais, je vais le dire franchement, plutôt naturel que les accompagnants pour enfants en situation de handicap s'occupent des gamins aussi à la cantine, voire au centre après l'école. Tu vois, je me disais déjà, ça aura un avantage, c'est que ça fera un temps un peu plus complet. Donc, on arrivera vers un salaire plus complet. Et puis, il y a une cohérence, il s'occupe du gamin autant qu'il s'en occupe pendant toute la journée. Et les arguments que j'ai entendus de la part d'accompagnants à ce moment-là, qui disent « Oui, mais le gamin, à un moment, il en a peut-être marre qu'il y ait quelqu'un qui soit sur son dos en permanence, que ça soit toujours le même, que ça soit celui qui lui fasse faire ses devoirs, qui se retrouve à la cantine avec lui ou à faire du sport le soir avec lui. Peut-être qu'à un moment, le gamin, voilà, il faut le lâcher. » Tu vois, et c'est un argument que j'entends. Donc, peut-être, voilà, juste pour dire qu'on avance sur cette question-là et que par ailleurs, nous, il s'agit toujours de voir les métiers du tendre dans leur ensemble. Donc les accompagnants pour enfants en situation de handicap, mais aussi les auxiliaires de vie sociale qui s'occupent des personnes âgées, les assistantes maternelles pour les bébés, les ATSEM dans les écoles maternelles, et puis aussi peut-être les animateurs périscolaires. On a là un champ qui est un champ immense. Qui est un combat à la fois féministe, parce qu'à 85% c'est occupé par des femmes, et qui est, je crois, un combat écologiste, parce qu'on vient faire comprendre que le progrès dans la société, il ne naîtra pas du téléphone 16G, mais de davantage de relations, davantage de liens entre les gens. Donc voilà, je pense que, voilà, donc on regarde les métiers du tendre dans leur ensemble. C'est avec... Alors, cette semaine, j'ai fait énormément d'hémicycles et de commissions. J'ai passé mon temps enfermé. Heureusement, j'avais eu la semaine d'avant la respiration Mourinx, Toulouse, Montpellier, où j'avais vu plein de visages, plein de gens. Je vous avais vu pour de vrai parce que là, il y a des clics, des j'aime, des cœurs, des machins sur Facebook ou sur YouTube. Mais là, à un moment, j'avais les visages en face de moi et je dois dire que je suis revenu de là-bas, mon périple rapide dans le sud, avec de la joie, mais aussi un sentiment de gravité. Un sentiment de gravité parce que je sens monter le poids d'une responsabilité, de ne pas décevoir, qu'il y a en effet du monde derrière moi et que c'est pas seulement sur les clics que ça existe aussi en vrai et que donc il ne faut pas décevoir. Bon, ceci dit, là, je suis revenu travailler à plein dans l'hémicycle et en commission. Moi, je considère que mon boulot, il est aussi d'être à Mourinx, à Toulouse et à Montpellier. Mais là, je suis revenu. J'ai fait énormément d'interventions cette semaine. Alors, il y a du déchet. Hein. Mais par exemple, pour vous dire, on arrive en commission le mercredi matin et je viens pour intervenir sur le logement. Ouais, d'accord ? Je prépare un petit truc. Bon. Et là, j'apprends qu'il faut intervenir sur les investissements d'avenir. Tu vois, j'ai rien lu sur les investissements d'avenir. Bon, ben voilà, faut se débrouiller. Et bon, je suis intervenu sur Sanofi, ainsi de suite. Avec, au cœur de tout ça, et je pense que c'est le grand choix du moment, avec la question du crédit impôt compétitivité emploi, y compris sur les investissements d'avenir. Je veux dire, on me parle d'investissements d'avenir, il y a 1 milliard d'investissements d'avenir, je réponds quoi? Je réponds 40 milliards pour le crédit impôt compétitivité emploi. Ce sont des sommes considérables. Je sais que ça fait 2 ans
que je le martèle, au moins. Mais enfin, quand tous les rapports de France Stratégie, du CNRS, d'évaluation des politiques publiques, tous les rapports disent au mieux, ça fait 100 000 emplois par an. Pour plus de 20 milliards d'euros, 40 milliards cette année, c'est-à-dire plus de 200 000 euros par emploi par an. Ça veut dire qu'on pourrait créer 5, 6, 7 fois plus directement de fonctionnaires, allons-y directement, avec les mêmes sommes, qui auraient sans doute une utilité sociale nettement plus élevée. Par exemple, tous les métiers du temps, vous savez, on me demande, mais alors, comment on va mettre l'argent, où est-ce qu'on va le trouver pour développer ces métiers-là, pour les structurer, pour que ça soit moins précaire, pour qu'il y ait un SMIC au moins d'assurer il est là l'argent. Il est là. On a 20 à 40 milliards d'euros. Et là, on ne se pose pas la question. C'est une vraie gabegie. Il n'y a pas de ciblage, il n'y a pas de fléchage, il n'y a pas de conditions qui sont posées pour des dizaines de milliards d'euros. Donc vraiment, la marge de manœuvre, elle est là. Et c'est vrai que moi, j'en suis à me taper la tête sur les murs de cette histoire de CICE où tu as tous les rapports qui viennent te dire c'est nul. Et eux, on leur dit c'est nul. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent on va mettre davantage, on va claquer davantage de pognon, allons-y, allons-y. Tu vois, c'est quand même dingue, quoi. Alors bon, je veux dire, je m'en claquerai la tête sur les murs, je trouverais ça absurde si jamais j'avais pas une lecture sociologique de ça. La lecture sociologique, elle me fait dire que c'est normal, que c'est naturel. On a un président qui est au service de l'oligarchie, il sert l'oligarchie, il distribue des dizaines de milliards d'euros d'un côté et il viendra dire de l'autre côté qu'on n'a pas d'argent, sauf peut-être quelques dizaines de millions pour la psychiatrie, pour les AESH, pour tout ça, on n'aura pas d'argent. Je veux dire, si on remet une petite dose de sociologie là-dedans, c'est normal. Il est à l'Élysée pour faire ce boulot-là. Il a nommé un gouvernement, tu sais, c'est dans Le Président, Jean Gabin, qui disait ce n'est plus une assemblée, c'est un gigantesque conseil d'administration. Bon, bah là, ce n'est plus un gouvernement, c'est un gigantesque conseil d'administration. Donc, voilà, c'est normal qu'il fasse ça. Mais on se heurte à ça. Après, c'est comment on fait pour prendre notre revanche. Les gens, ils le voient. Les gens, maintenant, ils sont résignés face à ça. Le problème, c'est ça, c'est que la résignation a gagné. Il y a ce poison du renoncement. Mais il reste quand même de la colère en dessous. Et il faut leur dire qu'on peut faire autrement. Moi, c'est vrai que je le dis, je ne sais pas ce que j'avais mis là, mais comment on peut prendre notre revanche? C'est dire non à Macron. Dire non à Macron, c'est, dès ce mois de novembre, dans l'Essonne, avec Farida Amrani, qui est la candidate France Insoumise, pour reprendre le siège de Valls. D'abord, il faut qu'on puisse se débarrasser de tout ce qui était Valls. Voilà. On avait brandi la pancarte bon débarras dans l'hémicycle. C'est bon débarras à Valls, bon débarras au fils de Valls, bon débarras à la gangrène Valls. Tu vois, il faut nettoyer le terrain. Bon. Là, il y a une opportunité, c'est ce vote dans l'Essonne. Moi, c'est vrai que j'invite tous les camarades qui sont venus me soutenir dans ma campagne. Ils sont venus d'un peu partout. On avait eu des Lorrains, on avait eu des Alsaciens, on avait eu des gens de Provence. La Picardie était devenue le cœur d'une vitalité électorale, quoi. Bon, eh bien, je sais que l'Essonne, ça doit être beaucoup moins attirant que la Picardie. Mais je les invite, et j'invite les camarades de la France Insoumise à mettre toutes leurs forces dans cette bataille-là, dans la bataille d'Evry, dans la bataille post-Valls. C'est là qu'on peut prendre notre revanche sur Macron. Pourquoi les gens ils voteraient Farida Amrani plutôt que quelqu'un d'autre, un socialiste ou je ne sais pas, un communiste ou un vert? Je crois qu'il y a différentes candidatures. Je crois qu'à un moment, pour dire non à Macron, on prend le plus gros bâton. Et là, le plus gros bâton, c'est Farida Amrani, qui était au deuxième tour à la précédente élection, qui avait failli battre Valls, ça s'était joué à quelques dizaines de voix, il y avait eu un recomptage, vachement, on se demandait si les urnes avaient été bourrées et tout ça. Donc je crois que là, le plus gros bâton pour battre Macron, c'est France Insoumise, c'est Farida Amrani, c'est celui-là qu'on doit utiliser pour taper Macron. Et qu'est-ce qu'il y a à dire aux gens? Je ne pense pas qu'il y a besoin de faire une campagne très compliquée, il n'y a pas à les convaincre, il faut faire sortir les gens de chez eux. Simplement, il faut que les résignés, ils se disent, bon, allez, ce dimanche-là, je vais y aller. Je vais sortir de chez moi.
C'est le 18, je crois, le premier tour. 18 novembre. Dimanche 18 novembre, je vais sortir de chez moi. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment à faire un travail de conviction énorme avec toutes nos propositions. Tout. Non, il faut leur dire CSG, machin, vous voulez plus de ça, vous voulez lui dire non, vous voulez montrer ce que vous pensez vraiment. Eh bien, vous avez un bulletin à mettre le 18 novembre. Donc, c'est moins un travail de convaincre les gens que simplement de les faire sortir. Les faire sortir de la résignation, les faire sortir de chez eux. Et il me semble que c'est jouable, quoi, à condition qu'on y mette les moyens, qu'on y mette la force. Moi, j'y serai, je passe là-bas dans l'Essonne le mercredi 7 novembre, il me semble, hein, c'est ça. Donc voilà. Et il faut gagner cette bataille contre Macron concrètement dans l'Essonne. Ensuite, on verra si on le coupe ou pas au montage, mais je voudrais m'interroger sur le 17 novembre. Le 17 novembre, donc la veille de l'élection à Évry. Cette fois-ci, c'est plus dans les urnes, c'est dans la rue qu'est proposée une réplique à Macron. Je ne vais pas me positionner aujourd'hui sur il faut y aller, il ne faut pas y aller, à cette manif du 17 novembre. Je vais le faire sans doute, mais pas tout de suite. Mais la première chose à laquelle j'invite nos camarades, c'est de comprendre. S'il y a un truc qui surgit comme ça sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un sentiment d'injustice fiscale qui est ancré dans le pays, qui là se concentre, se concrétise sur les questions de taxes sur l'essence, mais c'est le sentiment d'une injustice fiscale qui amène à une jacquerie fiscale, du moins virtuelle, sur Facebook. Bon, je pense que nous, notre devoir, c'est pas de dire regardez les fachos. Parce que si on fait ça, on risque de repousser des gens qui subissent sans doute quelque chose de fort au niveau de leur pouvoir d'achat. Et c'est vrai dans nos campagnes, tu vois, les histoires de contrôle technique. Moi, quand j'ai fait mon début-tour, je suis allé un peu partout, les changements dans le contrôle technique, c'est quelque chose qui pénalise des gens qui sont en grande difficulté, qui essayent de filer une bagnole à leur fille qui justement était auxiliaire de vie sociale et allait chez les personnes âgées et qui allait devoir refaire un contrôle technique. Elle savait que la voiture, avec ces nouvelles normes, elle risquait de ne pas passer. Voilà les gens dont on parle. Je pense qu'il faut mesurer ça et pas rejeter d'un bloc en disant c'est des fachos qui ont lancé ça. Je ne sais pas, on va voir. Mais en tout cas, il faut d'abord comprendre. D'abord comprendre avant de juger. Comprendre. Et moi, je pense que l'objectif, c'est de se demander comment on conjugue ce sentiment d'injustice fiscale avec un impératif écologique. Tu vois, je lisais là, j'ai lu Les Enfants du Vide ce week-end de Raphaël Glucksmann, et à l'intérieur, il y a un passage où il cite Kevin Puisieux, qui est donc de la Fondation pour la Nature et l'Homme, c'est-à-dire l'ancienne Fondation Nicolas Hulot. Et il dit ceci. Sur les 9 ou 10 milliards de taxes carbone perçues en 2018, 1,8 milliard est destiné aux énergies renouvelables, donc même pas 20%. Au-delà, plus grand-chose à voir avec la transition écologique. 3 milliards vont au crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi, on y revient. Le plus gros prélèvement sur cette taxe carbone, ça va être pour aller au CICE. Et pour le reste, les ressources vont au budget général, un budget marqué en 2018 par le trou créé, entre autres, par la suppression de l'ISF et de ses 4 milliards d'euros de recettes. Mettez-vous dans la peau de nos concitoyens qui, à chaque fois qu'ils vont faire le plein, se disent qu'ils sont là pour renflouer les caisses vidées par des avantages consentis aux ménages les plus fortunés. Ce n'est ni logique ni cohérent. Et cela abîme la légitimité de la taxe carbone, qui ne doit pas servir à boucher les trous d'un budget mal ficelé. Voilà ce qu'il nous dit Kevin Puisieux de la FNH. Je ne pense pas qu'il sera dans les manifs du 17 novembre, mais en tout cas, il peut comprendre. Il comprend qu'on est là, avec cette taxe carbone, dans une grande injustice. On va faire les poches des gens qui habitent dans les campagnes sur leur plein d'essence, et dans le même temps, on remplit celles qui bénéficient de la suppression de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires ou du crédit impôt compétitivité emploi. Il y a là quelque chose qui est profondément injuste. Et je vais te dire, moi, ce que j'espère faire, je ne sais pas si ça se fera, mais ce que j'espérerais faire, c'est mettre dans une même pièce Kevin Puisieux, des gens de la FNH, de la FNE, pourquoi pas, et les mettre en même temps que les initiateurs de cette manif du 17 novembre. Qu'il y ait discussion, qu'il y ait débat, et qu'on voit comment on conjugue ensemble la justice fiscale et l'impératif écologique. Tu vois, voilà quelle serait ma démarche. Je termine là-dessus, tu verras. Hein.